Bienvenue! Dans cette vidéo, on va parler de la cartouche numéro 9 de la console de jeu Vidéopack. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler de ce qui m'a amené vers cette console à l'époque, et nous ferons ensuite un rapide tour sur le fonctionnement de cette machine avant d'attaquer cette fameuse cartouche numéro 9. Tout est parti de ce magazine Jeux et Stratégie numéro 17 de octobre-novembre 1982. C'est un magazine qui sortait donc tous les 2 mois. Il couvrait tout ce qui concerne les jeux de réflexion et de stratégie, qu'ils soient sur plateau, avec des pions ou électroniques. Des problèmes de logique, de réflexion mathématique, des labyrinthes, etc. On est loin des mots mêlés ou des sudoku actuels. Il y a aussi des listings de programmes à taper sur sa calculette programmable préférée. Je me suis cassé les dents sur certains de leurs problèmes, et comme les solutions sont dans le numéro suivant que je n'ai pas, je remercie quiconque qui possède le numéro 18 de bien vouloir m'envoyer les réponses des problèmes de mon exemplaire. Ce magazine numéro 17 de Jeux et Stratégie en particulier contient 2 articles sur l'offre vidéoludique du moment. Notamment une exploration d'un jeu sous Apple IIe nommé Time Zone, dont une copie d'écran illustre la couverture. Cela me rappelle les couvertures pixelisées des magazines qui viendront ensuite, comme le très connu Tilt. D'ailleurs, c'est toute cette nouvelle presse vidéoludique qui va asphyxier Jeux et Stratégie à partir de 1987, et le dernier exemplaire sort en 1990, après 8 exemplaires d'une nouvelle formule. Ce jeu sur Apple IIe est un jeu d'aventure texte, mais illustré à chaque étape par une image couleur, ce qui à l'époque faisait sensation. D'ailleurs, cela explique aussi pourquoi ce jeu nécessite 6 disquettes 5.1 en double face. Le second article qui m'a fortement intéressé à l'époque, c'est ce comparatif entre les consoles de jeux du moment. 3 consoles et les Logitech respectives sont analysées. Les 3 consoles nominées sont l'Atari 2600, sorti en 1977, le Vidéopack de Philips, sorti en France en 1980, et l'Intellivision de Mattel, sorti en 1979. Il n'y avait que cela à se mettre sous les dents en 1982, sinon en moins cher, il y avait pléthore de Pong, et beaucoup plus cher, il y avait les micro-ordinateurs. La console ColecoVision n'est arrivée que plus tard en France, en mai 1983. Et puis, on ne parlait pas de ce marché à la télévision, Internet n'existait pas, nous n'avions que ce genre de magazine pour se tenir au courant de ce qui se faisait. L'article souligne qu'il n'y a pas assez de jeux de réflexion sur ces consoles, plutôt dédiés aux jeux d'action avec joystick. J'ai utilisé ce tableau comparatif pour faire mon choix, malgré les erreurs dans la description des capacités. Puis, je me suis tourné vers mes parents pour négocier l'achat de la console, et j'ai choisi le Vidéopack, qui, en plus, était la moins chère des 3. Pourtant, il n'est pas à son avantage avec son microcontrôleur, une seule voix sonore, 8 couleurs et 2 sprites, face à l'Intellivision et son processeur 16 bits, qui pouvait afficher 16 couleurs, 8 sprites et 3 voix sonores, ni face à l'Atari 2600 avec son processeur 6502, 2 voix de son et plus de 100 couleurs. Mais le Vidéopack est équipé d'un clavier, et je rêvais de machines comme celles que je pouvais voir dans les films. Et ce clavier n'est pas que là pour faire beau, car la Logitech propose une cartouche de programmation qui va l'exploiter pleinement. Je devais être le seul à vouloir cette cartouche. J'imagine le gamin qui reçoit cette cartouche pour son Noël, et pensant découvrir rapidement un nouveau jeu, se retrouve face à une brochure de 84 pages et du code hexadécimal à l'écran. Le clavier de la Vidéopack est très peu utilisé. Il y a le bouton Reset qui ramène à la mire de départ.
Et on utilise les boutons 0 à 9 pour démarrer un jeu selon le niveau ou la variante possible de ce jeu. Certaines cartouches contiennent plusieurs jeux et on démarre le jeu souhaité en indiquant son numéro. Par exemple ici, sur la cartouche numéro 1, qui propose un jeu de voiture, soit un seul joueur ou 2 joueurs en alternance. Bouton 1, je choisis le niveau, 1 ou 2, et je peux démarrer le jeu. Cette cartouche numéro 1 propose un second jeu avec un circuit vu de dessus. On peut choisir le niveau de 1 à 4. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, départ. Voilà, je suis ici en vitesse lente. Enfin, certaines cartouches mémorisent le plus haut score et le joueur peut taper son nom qui sera affiché. Avec cette cartouche de programmation, le clavier est requis et les joysticks sont inutiles. Au démarrage, comme pour une cartouche multijeu, on peut choisir un mode de fonctionnement avec les chiffres du clavier. Il y a 5 modes qui sont tout d'abord le mode de programmation par défaut, suivi de quelques petits jeux sur les touches 1 à 4. On va commencer par cela et on va finir par la programmation. Amis des gros pixels, bonjour! Tout d'abord, voyons l'option 1 qui provoque un affichage de carrés de façon aléatoire sur une ligne de 10 caractères. Un bip cadence les mouvements. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à voir pour cette option. Il est content. Il devait rester quelques octets libres dans la ROM de cette cartouche, permettant de rajouter ça. Je passe sur l'option 2. Flashcard, qui comptabilise vos bonnes réponses à des additions. Voilà. Ah, il faut mettre 0,6. Ça ne veut pas marcher. Donc 0,6. Voilà. Voilà, etc. On va faire un faux. 8 et 4, on va mettre 0,1. Non. Voilà, terminé pour ce deuxième petit jeu intégré à la cartouche. Venons à l'option 3, nommée Computer Télépathie. Par proposition successive, le joueur doit retrouver le nombre choisi par l'ordinateur. Je vais mettre 50. Et là, il me dit low, c'est-à-dire que ma proposition est trop petite. Je vais augmenter, mettre 75. C'est trop grand, c'est entre les deux. 60. C'est encore trop grand. 55. Trop petit. 57, trop grand. Eh bien, voilà, le résultat était 56. Enfin, avec l'option 4, Between the Sheets, c'est un jeu de cartes. Le joueur doit deviner si la carte masquée se situe au niveau de sa valeur entre les deux cartes proposées. On va utiliser les touches oui et non tout simplement. 3, 8, je suppose que la carte masquée se situe entre ces deux valeurs. Je vais répondre oui. C'est faux, c'était la carte 1 qui était masquée. Entre 0 et 6, je vais répondre oui. Alors 0, apparemment, c'est inclus. C'est entre les deux bandes exclues. Entre 3 et 4, je vais répondre non. C'était 3, d'accord. Entre 4 et 8, allez, je vais répondre non. Encore gagné. Entre 3 et 4, je vais répondre non. C'était la 7, effectivement, c'est gagné.
et ainsi de suite. Entre 0 et 9, il y a une forte probabilité pour que la carte masquée soit entre 0 et 9. Je vais répondre oui. C'était la 1, parfait. Et ainsi de suite. Voilà, on peut continuer longtemps comme ça. Parfait. Les cartouches de jeu sont accompagnées d'un encart qui présente également le dessin sur le boîtier. Dans cet encart, on trouve quelques explications sur le jeu. C'est tout et c'est largement suffisant. Ici, avec la cartouche numéro 9, on a affaire à un livret de 84 pages. Il comporte une introduction, puis les principes du vidéopack, et ensuite des explications sur les instructions et le fonctionnement de la cartouche. Enfin, on trouvera aussi des programmes d'exemple. L'introduction de 15 pages vaut vraiment le coup. Elle part du besoin de compter chez nos lointains ancêtres, passe par différentes générations de machines pour aboutir finalement au concept d'ordinateur moderne et à leur fonctionnement. C'est un résumé historique formidable de l'histoire de l'informatique. C'est après que cela se corse. Le vidéopack ne possède pas de microprocesseur. Il est juste équipé d'un microcontrôleur Intel 8048 à 1.79 MHz. Mais on a tout de même des notions de registre. Il y a une fiche volante très pratique qui reprend les instructions que l'on peut utiliser dans les programmes. Ces instructions sont notées en hexadécimal, au format assembleur un peu plus lisible. Le nombre d'octets consommés par l'instruction est indiqué. Et enfin, on a la description de l'opération réalisée par cette instruction. Je vous présente ici ce que l'on pourrait appeler les caractères PAXKey. Tous ces dessins sont en fait dans la table de caractères de la machine. Ils sont donc dans la ROM. C'est pourquoi on les retrouve dans tous les jeux de la console. Et ici, on va pouvoir les utiliser et les afficher à l'écran par programmation. Alors on va se calmer tout de suite. Un programme peut contenir au maximum 99 octets. Et la zone d'affichage possible en sortie est composée d'une seule ligne de 10 caractères en couleur verte sur le fond noir de l'écran. Quand je vous dis qu'il fallait vraiment être motivé à l'époque. C'est parti pour la programmation du vidéopack avec cette cartouche. On va entrer un premier programme qui affiche un caractère à l'écran. On verra ainsi comment entrer le programme et l'éditer. Souvenez-vous de la fiche cartonnée avec les instructions. On peut entrer un programme de deux façons, soit en tapant les instructions en assembleur, soit directement en hexadécimal. Pour créer un nouveau programme en assembleur, on va indiquer P pour programme, A pour assembleur et I pour insérer. Et on arrive sur le premier pas de programme 00. Je vais mettre une première instruction, SIG, qui est un signal sonore, entrée. Je passe au pas suivant 01, je vais dire pas d'opération, NOP, entrée. Pas numéro 2, je vais remettre un signal sonore, SIG, entrée. Et enfin, fin de programme, HLT, entrée. Voilà, on a terminé. Mon programme doit faire un bip, pas d'opération, un bip et s'arrêter. Donc on va entendre deux bips très rapidement les uns derrière les autres. Pour exécuter le programme, on appuie tout simplement sur la touche E comme exécution. Voilà, on a entendu les deux bips. Par contre, pour modifier le programme, cette fois-ci, on va se promener P, A, assembleur, et R pour roll, c'est-à-dire qu'on va pouvoir boucler entre les instructions avec les touches U et D, U pour up, D pour down, c'est-à-dire on va avancer ou descendre dans les pas du programme, donc U, etc. Et vous voyez que je ne vois pas d'assembleur, je vois de l'hexadécimal. Donc c'est tout à fait dommage. On peut se promener dans le programme, mais en hexadécimal. Donc l'assembleur ne sert qu'à rentrer le programme. Après, si on veut le modifier ou l'éditer, on est obligé de revenir à l'hexadécimal. C'est un peu dommage. Voilà, donc on va surtout travailler en hexadécimal en fait. Ça sera beaucoup plus simple pour comprendre ce que l'on rentre et après venir
intervenir dans les programmes pour le modifier. Donc si je revisualise le contenu du programme, X et roll, à la position 00, j'ai l'instruction 05, et l'instruction 05, je la retrouve sur ma petite fiche, c'est bien mon signal sonore 05. Up, 00, ça correspond à l'instruction qui dit NOP, pas d'instruction, justement. Up, 05, le nouveau signal sonore, et FF, qui correspond à la commande Alt, Stop, du programme. Un petit mot sur l'instruction D, Display. Ça va nous permettre d'interroger le contenu des différents registres de la machine. Donc il y a des registres de 0 à F. Voilà. Si j'appuie sur 0, j'ai mon registre 0 qui contient la donnée F3. Le 1 contient la donnée C1, 2, etc. Ça jusque F qui contient D4. Je peux également indiquer X qui va me donner le contenu de l'accumulateur du microcontrôleur. Les consultations sont principalement à fin de débugage parce que le vidéopack ne donne pas de message d'erreur et il est un petit peu difficile d'analyser un peu ce qui se passe dedans. Alors la documentation présente un petit programme qui nous permet d'afficher un bonhomme à l'écran. On va le reprendre tout simplement et on va regarder comment ça se compose. Donc je fais programme en hexadécimal, input, je reviens sur mon poste 0 et je vais taper l'instruction 60 sur la première ligne qui va charger une valeur dans le registre 0, charger dans 0. Je passe à ligne 1, qu'est-ce que je vais charger dans ligne 0? Je vais charger la valeur 3A. 3A. Et 3A correspond dans nos caractères PAXKey. Voilà, 3 c'est le petit bonhomme. Donc 3A, entrée. En 2, je vais charger, donc 6, dans le registre B, je vais charger la position 00, donc entrée 00, voilà, c'est une instruction qui prend 2 pas de programme. Ça va conditionner la position d'affichage du caractère que j'ai rentré, et je vais le sortir à l'écran. C'est 0, hop. Voilà, ça va sortir mon caractère à l'écran. Comme le programme va s'arrêter tout de suite, on ne verra rien s'afficher, donc soit je mets des bips, les bips durent un 25e de seconde, ou j'ai simplement l'instruction 04 qui attend une entrée clavier. Ça va afficher un point d'interrogation et le programme va rester comme ça, va s'arrêter. Donc on aura le temps de voir le caractère affiché à l'écran. Départ, exécution. Voilà, notre petit bonhomme est affiché et puis l'ordinateur attend une saisie clavier. Si j'arrête, le programme est fini et on revient au démarrage. Le bonhomme est affiché à la position 00. On a 10 caractères possibles. La dernière position, ce sera 0A. Je propose de faire cette modification. On va donc modifier le programme. PM roll. Et je vais me déplacer. Donc cette fois-ci, on charge bien dans le registre 0. La valeur 3A, c'est le petit bonhomme. Je vais même le changer. On va mettre un sapin à la place. Donc pour changer ça, je dois faire effacement. Je vais en mode programme. En input hexadécimal I pour insérer. Et je vais mettre 37, qui est le code du sapin. Entrée. Voilà. Donc si je l'exécute, j'ai un sapin en première position. Mais le but ici, c'est de mettre le sapin à la dernière position. Programme, modifier en hexa et roll. Je vais chercher la position, on avait mis la position 00, donc ça 37 c'est le sapin qui est chargé, dans le registre B c'est la position d'affichage, et bien ici on va la modifier, donc effacement, X-input, entrée avec la lettre I, et je vais mettre à la dernière position à l'écran, soit la 0A. Entrée, voilà, parfait, j'exécute. Et voilà, le sapin apparaît à la dernière position possible sur la ligne d'affichage. On va essayer d'améliorer un peu ce programme en affichant 2 sapins cette fois-ci. Donc je vais retourner en programmation, en hexa et roll.
60, je charge le 0 avec le sapin. 6B, c'est ma position d'affichage qui est chargée en 0A au bout. Et C0, ça imprime le sapin sur la dernière position. Donc cette fois-ci, 0,4, ça c'est l'arrêt, je vais changer ça. Je vais programmer une autre position d'affichage. Donc, effacement, insert, 6B à nouveau, 0,0 pour la première position, entrée, et C0 pour sortir le caractère à l'écran. Entrée, et je vais remettre 0,4 pour l'attente du clavier afin de stopper le programme. Entrée, tac, on fait un petit essai. Parfait, exécute. Voilà, donc on a un sapin sur la première position disponible à l'écran pour l'affichage des caractères et un sapin sur la dernière position. Vous voyez, donc on peut afficher 10 sapins ou 10 caractères, peu importe ce qu'on veut. On a juste ça comme possibilité de sortie à l'écran avec les programmes du vidéopack de la cartouche numéro 9. C'est pas beaucoup, mais bon, on va se débrouiller avec ça. Quand je vous disais qu'il fallait être motivé, alors je ne vais pas détailler toutes les instructions, ce serait trop long. Je vous propose simplement d'aller vers un programme un peu plus complexe. J'ai entré un programme pour un total de 25 pas. Voilà, comme vous l'avez vu, ce programme affiche un petit bonhomme, demande une entrée numérique au clavier et va déplacer ce bonhomme du nombre de cases du nombre correspondant au nombre entré. On va faire un essai tout de suite. Exécution. Le petit bonhomme est affiché. Je vais taper par exemple 3 déplacements. Le 3 va s'afficher en première position et le bonhomme va se déplacer de 3 cases. Voilà, avec un petit bip pour un petit peu temporiser tout ça. On va recommencer. On va lui demander cette fois-ci de se déplacer de 6 cases par exemple. Ce programme apporte des notions de décrémentation et d'incrémentation de registres, ainsi qu'un branchement sur un test de comparaison. Il y a d'autres exemples de programmes dans la documentation, mais il est difficile d'en trouver plus. En voici un publié à l'époque dans le numéro 3 du Club News dédié au vidéopack G7000. La programmation en basique était également possible sur les consoles de jeux, par exemple avec cette cartouche pour Atari 2600 fournie avec des manettes à boutons, ou encore avec ce clavier de chez Spectra Video dès 1983. Chez Mattel, l'Intellivision pouvait recevoir une grosse extension avec clavier, ou encore s'intégrer dans un module avec clavier et cassette, module ayant été un échec. En 1983, le vidéopack aura aussi sa cartouche basique avec une extension qui est à elle seule un micro-ordinateur, avec un processeur Z80 et 16 kilo-octets de RAM. Néanmoins, plutôt que de s'acharner à faire évoluer sa console, il valait mieux investir dans un micro-ordinateur qui ouvrait encore plus de possibilités et avait une offre logicielle bien plus étendue et évolutive. C'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir démystifié cette fameuse cartouche vidéopack numéro 9. Si vous en avez une avec un vidéopack fonctionnel, dépoussiérez-la. Et n'hésitez pas à partager vos petits programmes dans la description ci-dessous. Merci de m'avoir suivi et abonnez-vous pour ne pas rater les sujets à venir.